Elle a adopté un garçon orphelin et a compris qu'il était le fils de son violeur. Dans un foyer d'enfants, Aïcha croyait simplement offrir un avenir à un orphelin. Mais 10 ans plus tard, un test médical a révélé un lien de sang, pas celui qu'elle espérait. Ce qu'elle découvre ce jour-là transformera sa vision de la justice et d'elle-même pour toujours. Le soir tombait sur Marseille, rouge et salé. Sur le vieux port, Aïcha avançait lentement, les mains dans les poches de sa veste usée, son foulard battu par le vent. Elle rentrait d'un quart à l'hôpital, épuisée, mais incapable de rentrer directement chez elle. Depuis des années, elle évitait la nuit. Les ombres y réveillaient trop de souvenirs. Aïcha avait 38 ans. Infirmière de nuit, elle avait appris à vivre dans le silence, à respirer sans confiance, à sourire sans y croire. Son corps portait la mémoire d'un soir d'hiver qu'elle n'avait jamais raconté. Un viol dans la cage d'escalier de son immeuble alors qu'elle rentrait de garde. Le visage de l'homme, elle ne l'avait presque pas vu. Juste un tatouage, une croix brisée sur l'avant-bras et l'odeur métallique du sang qu'il lui avait laissé dans la bouche. Elle avait survécu, porté plainte, attendu, espéré. Mais l'affaire s'était perdue dans les couloirs d'un tribunal. Pas assez de preuves. Aucune trace d'ADN exploitable. Et comme beaucoup, elle avait appris que la justice, en France, ne juge pas les monstres, elle les archive. Les années avaient passé. Aïcha s'était enfermée dans son travail, dans la mécanique du soin, dans les gestes qui réparent les autres quand on ne peut pas se réparer soi-même. Mais à 40 ans, la solitude était devenue un poids. Elle n'avait pas eu d'enfant. Le corps, disait-elle, avait gardé la peur de l'homme. Alors quand le service social de l'hôpital lui parla d'un orphelin de 6 ans trouvé à la gare de Saint-Charles, elle ne sut pas dire non. Le gamin s'appelait Noé, peau dorée, yeux verts, trop calme pour un enfant. Il ne parlait presque pas. On avait retrouvé dans sa poche un dessin froissé, une mer, un soleil et une main immense posée sur une plus petite. Aïcha avait senti quelque chose se briser et se recoller en elle au même instant. Le processus d'adoption prit 1 an. 1 an de formulaire, de visites, d'entretiens, où on lui demandait si elle était émotionnellement stable. Stable. Elle avait tenu debout quand tout son monde s'était effondré. C'était déjà un miracle. Le jour où Noé entra officiellement dans son petit appartement du quartier Belsunce, Aïcha pleura sans bruit. Il resta planté dans l'entrée, serrant son sac contre lui. Elle s'accroupit pour être à sa hauteur. Ici, tu es chez toi, d'accord? Le garçon hocha la tête. Ce soir-là, elle lui fit des pâtes au beurre et du lait chaud. Il s'endormit sur le canapé, la tête contre son bras. Et pour la première fois depuis 18 ans, elle dormit sans cauchemar. Les mois suivants furent un apprentissage. Elle découvrit les crises de colère, les silences d'enfants brisés, les nuits où il hurlait sans se réveiller. Elle apprit aussi les rires, les dessins sur le frigo, la main qu'il glissait dans la sienne dans la rue. Peu à peu, la peur en elle recula, remplacée par un sentiment qu'elle croyait disparu, la tendresse. Mais certaines nuits, alors qu'elle le bordait, un détail la troublait, la forme de son nez, la manière dont il fronçait les sourcils en dormant. Quelque chose dans ses traits réveillait une image enfouie. Elle se disait que c'était la fatigue, la paranoïa, les fantômes du passé. Jusqu'au jour où tout bascula. Un matin d'avril, Noé s'évanouit à l'école. Transporté d'urgence à l'hôpital, on parla d'un problème sanguin rare, un trouble génétique nécessitant une analyse d'ADN pour trouver un donneur compatible. Aïcha accepta sans réfléchir. Elle ferait le test, évidemment. Mais quand les résultats arrivèrent, le médecin hésita avant de parler. Son regard, d'abord fuyant, puis inquiet, se planta dans le sien. « Madame, il faut qu'on parle. » Le bureau du médecin sentait le désinfectant et le silence. Aïcha s'assit, les doigts serrés autour de son sac, le cœur battant trop fort. Le docteur Valère feuilletait le dossier sans oser la regarder. Ses gestes trahissaient quelque chose d'inhabituel.
Pas une mauvaise nouvelle médicale, mais une autre, plus intime, plus sale. Vos analyses, madame, elles ont révélé une anomalie, dit-il enfin. Une anomalie? Quel genre? Le profil génétique de Noé montre un lien de parenté, très proche. Aïcha fronça les sourcils. Proche? Vous voulez dire, il serait de ma famille? Le docteur inspira longuement. Selon les résultats, l'enfant partage environ 50% de vos marqueurs héréditaires. Ce n'est pas possible autrement que s'il était votre fils. Le mot tomba comme une lame sur la table. Fils. Elle éclata de rire, un rire nerveux, cassé, presque fou. Ce n'est pas possible. J'ai jamais eu d'enfant. Mais le médecin ne bougeait pas. Vous êtes sûr? Une grossesse passée inaperçue, un accouchement dissimulé, un... Non! Cria-t-elle, se levant brusquement. Le silence qui suivit lui fit mal aux oreilles. Elle sortit, tremblante, sans écouter les appels du médecin derrière elle. Dans la rue, l'air chaud de Marseille semblait soudain irrespirable. Les klaxons, les cris, la vie autour d'elle. Tout paraissait lointain. Ce soir-là, elle regarda Noé dormir, paisible, sa petite main serrant un ours en peluche. Elle pensa à la phrase du médecin. 50% de compatibilité. Impossible. Et pourtant, des images floues se surgirant de sa mémoire, le viol, le sang, la douleur, le visage dans l'ombre. Et cette odeur, encore, le tatouage, la croix brisée. Pendant 3 jours, elle ne dormit plus. Elle consulta un autre laboratoire, en secret, dans un centre privé de la Joliette. Les résultats tombèrent une semaine plus tard. Même conclusion. L'enfant est issu de votre lignée biologique. Elle se laissa tomber sur une chaise, les mains sur la bouche. Les calculs dans sa tête tournaient à toute vitesse. Le viol avait eu lieu 10 ans plus tôt. Noé avait 10 ans. Sa grossesse, impossible pourtant, aurait eu lieu durant sa période d'amnésie post-traumatique, quand elle avait passé 2 semaines hospitalisée pour choc sévère. Elle s'était alors réveillée persuadée que son corps n'avait gardé que des cicatrices. Mais le monstre lui avait laissé plus qu'une blessure. Il lui avait laissé un enfant qu'on lui avait volé. Elle retourna voir les services sociaux. Le dossier d'adoption était limpide. Noé avait été trouvé à la gare, abandonné à 3 ans. Aucun papier, aucun passé. Juste un prénom griffonné sur un mouchoir. Elle marcha jusqu'à la mer ce soir-là. Le vent frappait ses joues comme des gifles. Elle fixait l'horizon en silence. Son fils. Le fils du viol. Celui qu'elle avait aimé sans savoir, nourri, embrassé, protégé. Les jours suivants furent un supplice d'ambivalence. Chaque geste devenait un poison. Quand elle lui caressait les cheveux, elle revoyait la main de son agresseur. Quand il riait, elle entendait un écho de cette voix, rauque, qui l'avait détruite. Et pourtant, c'était son fils, son petit garçon. Elle tenta de garder le secret, mais la rage montait. Elle voulait comprendre comment un enfant né d'un viol avait pu disparaître, puis réapparaître dans un foyer. Quel hôpital l'avait vu naître? Qui avait signé la sortie? Et surtout, lui, le violeur, était-il vivant? Une nuit, alors que Noé dormait, elle sortit les vieux dossiers du tribunal, les rapports de police, les noms effacés, les témoins oubliés. Et dans un coin de page, une annotation qu'elle n'avait jamais remarquée. Suspect identifié, libéré faute de preuves. Yann Lemoine, 34 ans, tatouage sur l'avant-bras, croix brisée. Elle sentit son sang se glacer. Elle alluma son ordinateur, tapa le nom, les réseaux sociaux, les articles, les visages. Et soudain, une photo. Un homme d'une quarantaine d'années, sourire fade, en uniforme bleu, agent de sécurité, hôpital Sainte-Victoire, Marseille. L'hôpital où elle travaillait. Le lendemain, Aïcha se rendit au travail comme si de rien n'était. Elle avait mal dormi, à peine mangé. Mais ses gestes d'infirmière restaient précis, mécaniques. Sous sa blouse blanche, son cœur battait plus vite qu'un scope en alarme. Elle savait qu'il travaillait là. Au service de nuit, agent de sécurité. Yann Lemoine. Cela faisait 3 semaines qu'elle croisait sa silhouette sans la voir. Et maintenant, elle comprenait. La croix brisée, tatouée sur l'avant-bras gauche. La même qu'elle avait gravée à jamais dans sa mémoire. Ce soir-là, vers 22 heures, elle descendit à la cafétéria, un plateau vide à la main.
Il était là, assis près de la machine à café, le talkie à la ceinture, le regard distrait. Les années l'avaient abîmé, cheveux grisonnants, ventre naissant, visage banal. Mais c'était lui. Aïcha sentit ses jambes trembler. Elle s'appuya sur le comptoir pour ne pas tomber. Il leva les yeux. Leur regard se croisa. Un instant suspendu. Lui ne la reconnut pas. Elle, si. Et ce fut pire. Vous travaillez au service de nuit demanda-t-elle d'une voix faussement neutre. Oui, répondit-il. On s'est déjà croisés. Peut-être, murmura-t-elle. Il y a longtemps. Il haussa les épaules, souriant poliment avant de se lever pour remplir un gobelet. Son bras découvrit le tatouage, la croix brisée. Elle eut un haut le cœur. Vous croyez au pardon? Il se retourna surpris. Pardon? Rien, dit-elle en baissant les yeux. Il quitta la salle sans se douter que le fantôme de son crime venait de le regarder dans les yeux. Aïcha resta seule longtemps, les mains glacées, le cœur battant trop fort. Elle aurait pu hurler. Elle aurait pu appeler la police. Mais à quoi bon? La justice avait échoué une fois. Elle ne lui devait plus rien. En rentrant chez elle, elle trouva Noé endormi sur le canapé, un cahier ouvert devant lui. Il avait dessiné un bateau, un soleil et une phrase d'enfant maladroite. Moi et maman, toujours ensemble. Elle s'assit à côté, caressa ses cheveux. Il ouvrit les yeux. Maman, tu pleures? Non, mon cœur. C'est juste le vent. Mais elle savait que son vent à elle portait l'odeur de la vengeance. Les jours suivants, elle l'observa. Chaque soir, à la caméra du couloir, elle notait ses allées et venues. Elle connaissait ses horaires, ses pauses, ses habitudes. Un soir, elle le suivit discrètement jusqu'à sa voiture, une vieille Clio bleue garée près des urgences. Elle nota la plaque. Chez elle, elle fit ce qu'elle s'était juré de ne plus jamais faire, ouvrir un dossier de police. Elle avait encore des contacts. Un ancien collègue lui envoya discrètement des informations. Condamnation mineure, vol, bagarre. Aucune mention de viol. Dossier effacé sans doute. Mais elle avait ce qu'il fallait. Le visage, l'adresse, le travail. Une nuit, elle descendit au service des prélèvements. Elle prit un échantillon de sang de son agresseur, laissé après un contrôle de routine du personnel, et l'envoya pour comparaison ADN. Les résultats arrivèrent 3 jours plus tard, scellés dans une enveloppe. Elle ouvrit. 2 mots. Correspondance confirmée. Le monde cessa de tourner. Elle s'assit par terre, le papier serré entre ses doigts, tremblant. Le père de son fils. Le violeur de sa chair. L'homme qu'elle croisait chaque nuit dans les couloirs de l'hôpital. Elle resta longtemps immobile, jusqu'à ce que la haine se transforme en lucidité. Elle se releva, effaça les traces, rangea les papiers, ferma son manteau. Ce soir-là, elle prit une décision. Pas celle qu'un procureur aurait souhaitée, pas celle qu'une société aurait approuvée, mais celle qu'une femme blessée depuis 10 ans comprenait comme la seule justice possible. Il pleuvait sur Marseille ce soir-là, une pluie lourde, salée, qui faisait luire les trottoirs du port comme des miroirs brisés. Aïcha marchait lentement sous son parapluie, ses pas mesurés, son visage calme. Dans sa poche, une clé magnétique, celle du local de maintenance de l'hôpital. Et dans son sac, une seringue pré-remplie. Pas de poison, pas de drogue, morphine pure. Juste assez pour plonger un homme dans un sommeil dont il ne reviendrait pas. Elle avait tout préparé, les caméras désactivées 10 minutes, grâce à un code qu'elle seule connaissait. Le local de surveillance vide. Et lui, de garde ce soir-là, dans le couloir des urgences. 22h14. Il buvait son café, l'air fatigué. Elle s'approcha doucement, un dossier à la main. Yann demanda-t-elle d'une voix neutre. Oui? On m'a demandé de vérifier un incident au local de maintenance. Il faut ton badge. Il la suivit sans méfiance, les clés à la main, son talkie grésillant à la ceinture. Ils traversèrent le couloir, descendirent dans l'escalier, puis elle ouvrit la porte métallique. La lumière crue éclaira les murs blancs. Il entra. Elle referma. Le silence.
Quel incident demanda-t-il. Le genre qu'on oublie, répondit-elle doucement. Il haussa un sourcil intrigué. Elle s'avança d'un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'ils soient à moins d'1 mètre. Vous ne me reconnaissez pas. Il la détailla, hésitant. Non, je devrais. Alors elle retroussa la manche de sa blouse, révélant une cicatrice longue, pâle, sur son avant-bras. C'est le souvenir que vous m'avez laissé. Le sourire s'effaça de son visage. Son regard changea. Une seconde de confusion, puis la peur. Attendez, je... je ne sais pas de quoi vous parlez. Si, dit-elle calmement. Vous savez exactement. Il recula, trébucha contre une table métallique. Son souffle s'accéléra. Elle, au contraire, paraissait étrangement paisible. 10 ans que j'attends ce moment, murmura-t-elle. Écoutez, c'était une erreur, j'étais pas moi. Vous étiez assez vous pour me détruire. Elle leva la seringue. Il leva les mains. Non, pitié, j'ai changé. Mais dans ses yeux, Aïcha ne vit ni remords, ni honte. Seulement la peur animale d'un homme qui se s'est pris. Elle resta immobile, la seringue entre les doigts. Le liquide transparent brillait sous la lumière froide. Et soudain, elle comprit. Le tuer, c'était facile. Trop facile. Une piqûre, un cri, et tout redeviendrait silence. Mais son fils, leur fils, Noé grandirait sans père, sans vérité, avec une mère devenue meurtrière. Non. Elle rangea la seringue, s'approcha lentement et lui tendit une enveloppe. Ouvrez. Il obéit. Dedans, un rapport ADN et une photo de Noé. C'est ton fils, dit-elle sans trembler. Quoi? Non. C'est impossible. Possible, oui. Il a tes yeux, tes gestes et ton sang. Il l'a dans les veines, malgré moi. Il pâlit, chancela, s'assit. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Aïcha continua. Tu ne mettras jamais la main sur lui. Tu ne sauras jamais où il est. Mais tu vas vivre chaque jour avec ça. Chaque jour à savoir que ton fils t'appartient et qu'il te déteste sans le savoir. C'est ta peine. Et c'est ma justice. Elle tourna les talons, ouvrit la porte et disparut dans le couloir sans un regard en arrière. Yann resta seul, tremblant, la photo dans les mains, le souffle court. Sur le papier, le visage de Noé lui souriait. Et c'est ce sourire-là, pas la peur ni la douleur, qui le brisa définitivement. Oé avait grandi. 10 ans devenus 12. Toujours ses yeux verts, mais le rire plus fort, la voix plus assurée. Sur la terrasse de l'appartement, Aïcha le regardait dessiner la mer. Le même dessin qu'au début. Un soleil, 2 mains, un bateau. « C'est qui, là » demanda-t-elle. « Toi et moi, maman, et la mer qui nous emmène loin. » Elle sourit. Son cœur enfin respirait. Le passé ne s'était pas effacé. Mais il s'était tu. Et dans ce silence, elle avait trouvé sa paix. Et toi, si tu découvrais que l'enfant que tu aimes plus que tout porte le sang de ton bourreau, tu ferais quoi? Tu pardonnerais? Tu fuirais? Ou tu choisirais comme elle le silence comme justice? Dis-moi en commentaire ce que toi tu aurais fait à sa place. Et surtout, abonne-toi, parce que la prochaine histoire sera encore plus difficile à digérer.